quelle est la logique de Google, et surtout, comment est-ce que l'on fait pour se caler dessus. Parce que pour s'extraire de toutes les informations, souvent contradictoires, que l'on va trouver sur les réseaux sociaux, dans les blogs, dans les sites d'actualité, les signaux de fumée qu'envoient les représentants de Google pour faire en sorte que surtout spécifiquement, on n'arrive pas en fait à comprendre le détail du fonctionnement de Google, comment prendre du recul par rapport à ce que l'on entend dans les conférences, aux expérimentations qui sont réalisées par des blogueurs qui produisent des résultats et qu'on n'arrive pas à reproduire sur nos sites, pour s'extraire un petit peu de tout cela, il faut essayer d'avoir une vision globale sur la logique de Google. Alors pas la logique informatique, mais un petit peu la psychologie et un petit peu sur les fondements sur lesquels s'appuie, on va dire, un petit peu la doctrine des ingénieurs de Google. Alors, tout ce que je vais dire, évidemment, est éminemment subjectif et forcément sujet à la discussion, mais ce n'est pas trop fond. Alors, les partis pris que nous avons en fait dans notre agence, c'est qu'il faut préparer son site au moment, intégrer le référencement au niveau de la conception. Alors ça, vous allez me dire, mais j'ai déjà entendu ça. Vous avez déjà entendu ça, l'avez-vous fait? Grave question. Et l'avez-vous fait suffisamment? Et avez-vous écouté suffisamment le référenceur? Et le référenceur a été suffisamment loin. Par exemple, il y a beaucoup de référenceurs qui s'arrêtent sur les caractéristiques techniques. Il faut que ton site se charge rapidement, donc il faut un modèle de site ou un thème WordPress par exemple qui se charge rapidement. Il faut que tes pages soient bien codées, oui, ça c'est bien. Il faut que tu rediriges les pages de ton ancien site, les anciennes URL de ton site, vers les pages correspondantes. Très bien. Bon, et qu'est-ce qui se passe si jamais on n'a pas le même contenu entre la vieille version du site et la nouvelle version du site? Du coup on perd les positions, parce que Google, ce que Google fait remonter, c'est pas un site, ça n'est pas une page, ce n'est pas une URL, mais un contenu. Le référenceur aussi, il se sent mal à l'aise quand il s'agit de parler de l'optimisation du taux de conversion. Et oui, et le problème c'est que un mot-clé ne convertit pas autant de visiteurs qu'un autre. Des fois, les pages de vos sites, elles rankent, elles se positionnent dans Google, mais elles sont mal fichues. Et le référenceur, il a peur de vous dire qu'elles sont mal fichues. Alors mal fichues peut-être du point de vue du référencement, puis des fois il ne le dit pas suffisamment fort, mais surtout, beaucoup plus important, mal fichues du point de vue de la conversion. Avoir une position, c'est bien, générer du trafic grâce à cette position, c'est encore mieux, mais générer des clients, des interactions commerciales, c'est quand même ce que l'on cherche, non? Et le référenceur s'estime peu de légitimité en général en fait sur ce sujet-là, sur le sujet de la conversion, puis il a l'impression qu'il va vous vexer si vous dites que votre site est mal fichu, mais moi, je sais que je marche sur des œufs, il ne faut pas que je dise trop la vérité à mes clients, parce que sinon ils risquent de se vexer, il faut que je leur délivre par étapes. L'idéal, c'est que vous soyez suffisamment en fait à l'écoute au moment où vous concevez votre site pour entendre des choses comme il manque la moitié des rubriques dont j'aurais besoin, moi le référenceur, pour aller jusqu'au bout de la logique du référencement. Tes fiches produits, elles n'ont pas une zone texte capable d'accueillir suffisamment de mots pour le référencement naturel. Tes fiches produits, elles ne renvoient pas vers suffisamment d'autres pages du site via des liens. Tes fiches produits, une fois qu'elles vont avoir été rédigées, leur contenu va être statique, il ne va pas se renouveler, du coup, ton contenu vieillira alors qu'il n'aurait pu, et puis du coup il va se déclasser, alors qu'il aurait pu ne pas vieillir et se rafraîchir automatiquement, par exemple, si tu avais intégré une zone pour accueillir les avis de tes clients. Quelques exemples parmi d'autres. Le référenceur devrait être intégré en fait au moment de la conception du site ou de la refonte d'un site au cœur des opérations. Donc ça c'est beaucoup plus important encore que ce que ne le pensent en fait la plupart des gestionnaires de sites, cette prise en compte de la parole du référenceur au moment de la conception. Évidemment, ça n'est pas au référenceur en fait d'arbitrer les choix, c'est à vous de les arbitrer. Mais en revanche, le référenceur en fait il doit être entendu au même titre que les autres. Et puis si jamais vous réalisez des arbitrages en défaveur du référencement, il faut le faire en connaissance de cause et vous dire que ça aura un prix, moins de positions, moins de trafic. Puis peut-être qu'il y a de très bonnes raisons pour cela. Ensuite, il faut rédiger, alors ça c'est l'une des bases et on ne leur dira jamais assez, du contenu calé sur les mots des internautes. Les mots des internautes qui traduisent leurs besoins, on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais si vous ne rédigez pas le contenu de façon à ce qu'il soit, il se positionne, en fait, un contenu qui se positionne pour chaque page sur un mot-clé spécifique, vous aurez du mal en référencement naturel.
Il y a énormément d'écoles du référencement qui vous disent que vous pouvez enrichir du point de vue sémantique, vous pouvez injecter des mots-clés dans vos pages. En réalité, si déjà votre page se positionne dans le top 5 sur le mot-clé que vous avez choisi, le mot-clé prioritaire, ce sera bien. La conséquence de cela, c'est que si vous partez du principe qu'une page a des chances de se positionner réellement sur un mot-clé, une expression de recherche à plusieurs mots-clés, le cas échéant à plusieurs mots. Donc ça peut être, quand on parle de mots-clés en référencement, c'est une expression de recherche à 2, 3, 4 mots, ou plus. Si vous partez du principe, vous acceptez le principe qu'une page égale une chance de se positionner sur un mot, la conséquence de ça, c'est qu'il va falloir rédiger beaucoup de pages pour aller chercher des positions sur l'ensemble des mots qui sont pertinents pour vous. Donc en gros, qui correspondent à des clients, des prospects que vous avez envie d'attirer sur votre site. Et là, il faudra rédiger du contenu millimétré pour Google. Ensuite, il y a toute une partie technique. Il faut optimiser le code, optimiser la rapidité de chargement. On n'a pas besoin d'avoir un site qui se charge très rapidement. Il faut juste qu'il se charge un peu plus rapidement que la moyenne au minimum, puisque le référencement, c'est une course. On ne veut pas avoir les scores maximum 20 sur 20 forcément nécessairement. Il faut avoir plus que ceux que l'on veut dépasser. Et donc du coup, en l'occurrence, là, il faut que notre site soit un peu plus rapide que les autres et que la structure soit aussi optimisée. Donc ça, c'est lié en fait à pas mal de choses, la structure des pages, la structure du site, etc. Il faut créer de très nombreux liens et tout le temps et en permanence. Parce que vous aurez forcément des concurrents qui investiront dans le netlinking, et comme le netlinking, c'est un des principaux critères, enfin une des principales séries de critères de classement de Google, parce qu'un lien, le réseau de liens est analysé sous différentes coutures, il faut aller créer des liens en fait pour le coup en permanence. Si vous n'avez pas un budget de création de liens suffisamment important, vous pourrez faire tout ce que vous voulez en matière de création de contenu, d'optimisation technique, et vous obtiendrez des résultats, mais il y a peu de chances que vous fassiez partie des leaders de votre secteur. Et enfin, il faut faire un travail, ça on a déjà évoqué ça précédemment, au niveau du taux, sur l'analyse du taux de rebond sur votre site et sur le taux de conversion. Vous savez, le taux de rebond, c'est la proportion du trafic des visiteurs de votre site qui voient une page et qui repartent tout de suite versus le nombre total de visiteurs. Et souvent, vous avez une personne sur deux, un visiteur sur deux, qui repart immédiatement. Vous avez un taux de conversion de 50%. Donc ça, on veut bien travailler un peu là-dessus. On n'arrivera pas à avoir 20%, parce que c'est pas la logique d'Internet. Mais en revanche, si on peut le descendre un petit peu, et surtout pour, in fine, augmenter un autre indicateur qui est le taux de conversion, c'est-à-dire la proportion des gens qui s'engagent dans une démarche commerciale sur votre site. Ça peut être un formulaire de demande de devis, ça peut être un achat en ligne, ça peut être l'inscription à une zone demande, peu importe, versus le nombre de visiteurs total de votre site. Si on ne fait pas de travail là-dessus, pour le coup, on aura peut-être plus de trafic, plus de visiteurs, mais pas assez de résultats du point de vue commercial. Donc ça, il faut vraiment, nous au sein de notre agence, on s'accroche pour le coup à ces 5 éléments-là en priorité. Après, du coup, ça nous permet de nous extraire un petit peu des modes et puis de ne pas nous laisser déstabiliser en fait par des discussions qu'il y a pour le coup en permanence et qui pourraient nous faire douter. C'est ce qui nous permet en fait de garder le cap. Et parmi ces mythes, par exemple, il y a l'éternel idée, discours qui peut porter que Google donnerait une priorité à la pertinence. Donc du coup, si vos contenus sont pertinents pour les internautes, ils seront forcément pertinents pour Google. Non, ça n'a jamais été le cas, ou ça n'est le cas que dans une certaine mesure. Puis des fois, il y a des contenus pertinents qui remontent, des fois, il y a des contenus non pertinents qui remontent. Et en particulier, depuis que l'intelligence artificielle, les différentes couches de deep learning qui sont venues enrichir Google, et qui font que, par exemple, ça c'est très bien, lorsque vous tapez en fait une recherche un mot-clé avec une faute de typo dedans ou avec une faute d'orthographe, vous avez quand même le bon résultat. Donc ça c'est plutôt un point positif. Et l'intelligence artificielle, elle a toujours beaucoup de difficultés à savoir quelle est votre vraie intention de recherche, quel est votre vrai besoin. Alors elle essaye de l'interpréter avec des algorithmes, des lignes de programme qui sont de plus en plus fins, mais ça reste pour le coup difficile pour Google. Pareil sur la rapidité, elle compte beaucoup sur le mobile, un peu moins sur le desktop, et on n'a pas besoin en fait d'être le site le plus rapide du monde. Et il y a énormément de sites qui ne sont pas rapides, qui arrivent à se positionner, à générer pas mal de trafic à partir de Google. Alors comment font-ils? C'est qu'en revanche, ils gagnent des points sur des dizaines d'autres critères de classement de Google, puisqu'on a évoqué dans un épisode précédent le fait qu'il y en avait
des centaines. Donc le fait d'avoir un site lent, ça n'est pas rédhibitoire. Ça ne va pas vous permettre d'améliorer les résultats, mais ça n'est pas rédhibitoire. On n'a pas absolument besoin d'avoir un site très rapide. Et pareil pour la simplicité d'usage pour l'utilisateur qui serait favorisé par Google, il l'apprécie de façon excessivement grossière. Google favoriserait la qualité. Qu'est-ce que la qualité quand on cherche par exemple un article sur le dernier ragot autour d'une vedette de la télé-réalité? Est-ce qu'on va tomber sur un article de qualité? Est-ce que, je ne sais pas si vous faites une recherche sur le nouveau fils suédois que l'on a découvert de François Mitterrand, vous allez tomber sur un article de qualité. Moi je pense que vous allez tomber sur un article de gala.fr qui n'est peut-être pas un site qui est réputé pour sa qualité. Donc la qualité, c'est une notion qui est très subjective et qui est très relative à l'intention de recherche qu'a l'internaute, à ce qui se cache derrière le mot. Et on a tendance à la résumer à des contenus de haut niveau. Pour le coup, ça n'est pas le cas. Google verrait tout, donc inutile de chercher à tricher, Google voit tout. Ah non, moi j'arrive à faire remonter, je suis parvenu à faire remonter cet été, pas plus tard que cet été, sur un site qui a 2 pages, qui ne ressemble à rien, qui correspond à une société qui n'existe pas, une page dans le top 10, sur un mot-clé commercial, alors de niche, hein, mais très intéressant, et en faisant quoi? Juste en faisant du netlinking, totalement artificiel, mais pas détecté par Google, signe que Google ne voit pas tout. Alors vous pourriez me dire, mais un jour tu te feras pincer. Pour l'instant, avec cette technique-là, on ne s'est pas fait pincer en 15 ans. Les gros sites, Google ne peut plus être dupé, donc pareil, les gros sites sont favorisés, alors les gros sites, non. Un gros site aux sources de Google, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est le nombre de pages, l'ancienneté, le nombre de liens qui pointent? Alors le nombre de liens qui pointent, oui. Mais à ce jeu-là, du coup, les constructeurs automobiles, les sites des constructeurs automobiles, qui reçoivent beaucoup de liens, devraient être favorisés. Et pourtant, eux ont beaucoup de mal à remonter sur des mots-clés génériques. Donc dès qu'on sort des mots-clés qui correspondent à leur modèle, à leurs opérations commerciales, etc., il y a plus grand monde pour le coup. Donc du coup, alors que ce sont des sites qui reçoivent beaucoup de liens. À l'inverse, des sites qui ont fait un gros travail au niveau du choix des mots-clés, de l'optimisation du contenu, des critères techniques, code, rapidité, structure, etc., et qui ont beaucoup de liens, alors là, ils peuvent espérer avoir des bons résultats et être très difficiles à déloger. Donc là, dans ce sens-là, oui, les gros sites sont avantagés, mais les gros sites qui ont des bons points, entre guillemets, partout. Et Google est devenu super intelligent, on se demande où il va s'arrêter. Et ben moi, il y a encore énormément de recherches que je lance dans Google, qui sont pourtant, moi, qui me paraissent excessivement simples, et qui me renvoient des résultats nuls. Preuve en est qu'il y a énormément de... Alors il y a des statistiques incroyables là-dessus, mais qu'on n'arrive pas à relier à l'intelligence de Google, qu'on ne le fait pas volontairement, qui disent que à chaque fois qu'un internaute tape une requête, il y a peut-être seulement une chance sur 2 qu'ils sortent de la page de résultats. Je n'ai plus les stats, alors du coup, exact, et je ne sais pas, alors souvent on explique ça par le fait que Google donne la réponse, ça c'est la réponse tarte à la crème. Bah non, c'est que souvent en fait, il n'y a pas la réponse qu'il cherche dans la page de résultats, parce que Google n'est pas si intelligent que cela. Donc voilà, alors là, si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal, puisque j'ai pris des positions relativement partisanes, mais au moins vous aurez entendu un discours non standard, et vous aurez entendu le fait que vous avez le droit de penser en dehors du consensus mou du référencement naturel.